Fenêtre sur le monde vous convie cette semaine dans le monde d'après avec mes deux invités, Hubert Védrine et Adrien Dessuin. Hubert Védrine a longtemps travaillé avec François Mitterrand. Il a été ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Lionel Jospin. Il a publié plusieurs ouvrages, dont un dernier essai intitulé « Et après » paru chez Fayard. Et Adrien Dessuin est membre du comité de rédaction de Conflits. Vous avez l'occasion de le retrouver à plusieurs reprises dans nos colonnes. Ce monde d'après, après l'épidémie, nous sommes encore dedans pour l'instant, dans cette épidémie. Quels sont, d'après vous, Hubert Védrine, les grands changements qu'il pourrait y avoir dans les rapports de force, dans les rapports aussi entre les continents, entre l'Europe et l'Asie? On voit d'ailleurs que par rapport au début de l'épidémie, les choix politiques n'ont pas été les mêmes. Pour vous, quel pourrait être, lorsque cette épidémie se terminera, l'état du monde après celle-ci? Alors d'abord, je me suis demandé en écrivant ce livre, j'ajoute qu'il y a un point d'interrogation naturellement, et après, quelles seraient les conséquences du choc anthropologique qui résulte du fait que c'est la première fois que l'humanité tout entière a peur de la même chose en même temps. Peut-être une peur disproportionnée, c'est un autre sujet, ça, vous voyez. C'est jamais arrivé. Même les guerres mondiales n'étaient pas mondiales pour le monde entier, en fait. Donc c'est quand même un phénomène sans précédent. C'est trop tôt pour tirer des leçons, mais je pense que ça entraînera des choses négatives ou positives qui cheminent en profondeur en ce moment, mais qui n'apparaissent pas encore, parce que c'est trop tôt pour tirer des... Donc je me suis interrogé là-dessus, et je me suis demandé également si dans l'avenir, on n'est pas du tout à la fin de la pandémie, mais dans l'avenir, on arrivera à mieux tirer les leçons des annonces faites et des alarmes, puisque dans ce cas particulier, ça faisait quand même des années et des années, pour pas dire des décennies, que des livres blancs sur la défense et la sécurité, que les rapports de la CIA, que Bill Gates, à partir de l'affaire Ebola, avait dit c'est évident qu'il y aura un jour une grande pandémie de pathologies respiratoires graves, qui apparaîtra à différents endroits, qui se propagera compte tenu du fait que l'humanité est agitée d'une sorte de mouvement brownien, l'humanité contemporaine. Donc je me suis demandé pourquoi ça n'avait pas été reçu, pourquoi ça ne pouvait pas l'être, et si ça le serait mieux dans l'avenir. Donc ça nous renvoie à une évaluation, et après, la première chose, c'est le moment venu, pas maintenant, c'est pas possible, parce que c'est tellement dur, c'est tellement difficile, il y a des controverses aiguës, des tensions énormes entre santé publique, économie, vie individuelle et compagnie. Mais le moment venu, je pense qu'il faudra une évaluation systématique de toutes les politiques, de tous les gouvernants du monde entier, de toutes les institutions, pas que l'OMS, mais beaucoup d'autres, sur conditions d'apparition, surveillance, détection, information transparente ou pas, plus ou moins rapide, confinement, comment, déconfinement, comment, reconfinement, comment, etc., etc. On en aura besoin puisque si on regarde ce que disent les virologues, qui ne sont pas en désaccord entre eux, contrairement aux médecins ou aux épidémiologistes. Les virologues disent que ça ne peut que revenir puisque c'est largement dû à la surpopulation, développement, déforestation, qui déconfine les virus. Donc il y a un phénomène qui peut être chinois, Asie du Sud-Est, africain ou autre d'ailleurs. Donc je me suis demandé si on pouvait tirer déjà des leçons. C'est en partie trop tôt, mais pas complètement. Donc j'esquisse des scénarios sur en effet ce qui va sans doute changer en bien ou en mal, ce qui devrait changer, c'est pas la même chose, parce que ça suppose des décisions politiques, en bien ou en mal. C'est ça le spectre, vous voyez. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le cœur de l'épidémie, mais on voit que l'Europe est le continent le plus touché à la fois en termes de morts et en termes également de conséquences politiques. C'est un continent les pays se sont confinés, mettant à mal leur économie, leur entreprise. Est-ce que ce n'est pas finalement ce virus qui est parti de Chine, est-ce que ce n'est pas l'Europe qui va en pâtir le plus ? On ne sait pas, là aussi c'est trop tôt pour conclure aussi globalement en fait. On voit qu'en ce moment, au jour où nous parlons, c'est l'Europe qui souffre le plus. Personne ne peut expliquer ça d'ailleurs. En dehors peut-être d'un mode de vie qui fait qu'on ne peut pas appliquer aux populations européennes les mesures que les Chinois ont appliquées à leur population. Donc c'est impossible d'appliquer aux populations européennes, individualistes. Peut-être parce que l'Europe est aussi un continent qui est plus transparent que les autres, plus hypocondriaque aussi, vous le soulignez dans votre livre. Je crois que la transparence ne joue pas parce qu'il semblerait qu'il n'y ait plus de controverse sur les chiffres des autres, en fait. Alors peut-être que les chiffres chinois sont un peu corrigés, mais il ne peut pas y avoir un mensonge global sur le fait qu'ils sont sortis là, de la période aiguë. Sur les chiffres africains, on peut discuter, mais enfin, ils ne sont pas globalement faux. Vous voyez, donc la transparence, on peut se poser la question au début.
Au printemps, à l'été, mais plus tellement maintenant. Donc il y a une autre explication à trouver, mais que je n'ai pas, sur le fait que ça touche en priorité l'Europe en ce moment, notamment la France, mais pas que la France, les pays voisins. Donc est-ce que c'est lié au mode de vie des gens? Les médecins nous disent que c'est pas un virus qui est muté, qui est plus agressif. Là, bon, donc on ne sait pas très bien. Ça n'empêche pas de réfléchir aux conséquences que ça va entraîner. Mais tout de suite, je dirais, parce qu'en général, on m'attend sur la géopolitique, que ce que ça révèle cruellement, ce que ça montre, c'était présent avant en fait. Presque tous les éléments qui nous frappent dans le monde actuel étaient présents en 2019. Sauf pour les gens qui rêvaient éveillés, qui croyaient dans une communauté internationale. Bon. Mais le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dit déjà depuis des années, depuis qu'il est là, que le monde est dans une situation chaotique. Ça ne veut pas dire au bord de la guerre. Chaotique, c'est instable, imprévisible. Mais pour les gens sérieux, et je crois que votre revue en fait partie, tout le monde voyait bien le bras de fer Chine-États-Unis qui va dominer les décennies à venir, en fait. Tout le monde voyait bien que la Russie, qu'on avait voulu passer par pertes et profits, à un moment donné, a quand même réussi à mettre un pied dans la porte. Elle est là, d'une certaine façon, même si elle n'a gardé qu'un pouvoir de nuisance résiduelle périphérique. Bon, c'est pas énorme, mais enfin, quand même, elle est là, on le savait avant, ça. Le fait que les Européens ont énormément de mal à se mettre d'accord entre eux sur une affirmation plus nette de l'Europe comme une sorte de puissance. Bon, ça fait partie du débat européen depuis toujours, ça. Oui, vous en parlez pas trop dans votre livre, mais c'est vrai. Non, c'est pas le sujet. Le chaos au Proche-Orient, Moyen-Orient, enfin, tout ça a été présent. Enfin, voilà, je veux dire que les éléments qui sautent aux yeux maintenant étaient déjà très bien repérés par les gens sérieux avant. Donc finalement, ce virus est plus un révélateur du monde tel qu'il est que d'une transformation du monde. Oui, c'est un mélange de scanners, de tests d'efforts violents, enfin bon, voilà. Donc ça révèle des choses, mais ça a des conséquences. Parce qu'évidemment, le point de vue européen sur le monde, qui est sympa, mais qui est ingénu, quoi, n'est plus tenable dans ces conditions. Donc ça peut avoir des suites bonnes ou mauvaises. Après, ça dépend des enchaînements de décisions. Alors, on parle de ce virus et de cette épidémie, et en même temps, on a un monde qui est extrêmement classique, avec une Turquie qui rejoue ses accords de puissance et qui essaye de tenir le territoire qu'elle contrôlait à l'époque de l'Empire ottoman. On a le terrorisme aussi qui revient de façon épisodique et dont on ne sait toujours pas... Oui, ça n'a rien à voir avec la pandémie, tout ça. Justement, ça montre que finalement, les choses n'ont pas tellement changé en dépit de la pandémie. Non, elles ont beaucoup changé par rapport à l'idée que les Occidentaux se sont faits après la fin de l'URSS. C'est la fin de l'histoire, on est tous d'accord. Démocratie de marché. Et nos valeurs se répandent universellement. Et s'il y a des pays récalcitrants, on va les sermonner, on va les sanctionner, on va les bombarder s'il le faut. Bon, il y a cette espèce de vision, l'hubris occidentale, et de bien avant. Bon, mais ça fait déjà un certain temps qu'on voit que ça ne marche pas. Sinon, il n'y aurait pas eu la prodigieuse ascension de la Chine. Après que les Américains aient accepté de la faire entrer dans l'OMC, alors qu'elle ne respectait pas les critères, ni à l'époque ni après, en croyant qu'en la faisant entrer, grâce au doux commerce, ils allaient se moderniser, donc se démocratiser. Bon, l'Occident a cru tout ça, et bon, ça marche pas bien. Donc on le voyait avant. L'affaire à laquelle vous faites allusion, c'est-à-dire que la Turquie, mais il y a d'autres pays aussi, ils se disent, dans le monde actuel, qui n'est plus complètement contrôlé par les Occidentaux, et moi, ça fait 20 ans que je dis que les Occidentaux n'ont plus le monopole. Ils sont puissants, riches et influents, bien sûr, mais ils n'ont pas le monopole. Ils ne contrôlent plus l'ensemble du schmilblick. Donc vous avez forcément des puissances de 2e ou 3e rang qui disent « mais moi je ne suis pas du tout à l'aise dans le monde tel qu'il a été imaginé en 1920 ou en 1945 ou après la fin de l'URSS, donc je pousse mes pions ». Donc c'est ça, c'est pas que Trump, ça, vous voyez. Trump, c'est l'aboutissement caricatural et par ailleurs répugnant sur plein de plans, mais c'est pas non plus une aberration par rapport à l'histoire générale des relations internationales. Donc il y a la Turquie, mais Netanyahou a extraordinairement profité de ça pour faire exploser l'ensemble arabe et bâtir avec les États-Unis et l'Arabie et les Émirats la coalition anti-iranienne, donc qui reconfigure la région. La Chine a elle-même ses ambitions qui sont complètement différentes de ce qui était dit depuis Deng Xiaoping jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping. Bon, et puis la Russie, je l'ai mentionné, il n'y a pas que ça, il y a d'autres micro-puissances qui jouent leur jeu. Bon. Vous rappelez dans votre livre justement que la Russie, au début de la pandémie, la Russie et la Chine ont mis en scène leur aide humanitaire, notamment à l'Italie, à d'autres pays européens. C'était un formidable retournement et ironie de l'histoire, puisque d'habitude c'est les puissances occidentales qui venaient amener leur aide humanitaire, leur bon service, et qu'on se retrouve finalement dans une situation renversée.
Alors, on n'est pas dupe, évidemment, du côté un peu spectacle de tout ça, mais malgré tout, on est quand même saisi et on se dit, effectivement, l'Europe puissance, etc., elle n'existe pas, elle n'a jamais existé et elle n'existera probablement jamais. Oui, alors évidemment, les Occidentaux sont tellement être habitués à être la source du bien, en fait. Le bien, la hiérarchie des valeurs, c'est nous qui déterminons ce qui est bien ou mal, les mots qu'il faut employer. Pendant 2 ou 3 siècles, on a rebaptisé l'ensemble des sites du monde qui sont revenus, par exemple, vous voyez, Bombay, Mumbai, enfin, il y a 10 000 exemples comme ça. Bon, là, évidemment, c'est choquant pour nous, c'est perturbant, c'est énervant, c'est humiliant. Bon, la Russie, ça va pas très loin, mais l'efficacité du système chinois, aucun Européen ne supporterait 24 heures. Hein. Bon, c'est quand même, ça pose un problème par rapport, ça change pas le monde, mais par rapport à l'idée qu'on se fait du monde et du rôle que nous avons dans ce monde-là, c'est quand même, c'est une interpellation pénible à vivre. Alors, mais c'est pas pareil aux États-Unis et en Europe, parce que les États-Unis ont quand même gardé la culture de puissance, même s'ils hésitent entre eux contrôler tout que de chez eux. Bon, d'un président à l'autre, ça change, ça. Mais les Européens, c'était je l'ai dit tout à l'heure, l'ingénuité, c'est l'angélisme, qui est quand même extrêmement frappé par ça. Mais quand je dis ça, je ne critique pas les institutions européennes, parce qu'elles n'ont pas de compétences par les traités dans ce domaine. Et donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir fait ce dont elles n'étaient pas chargées. Et après, les réactions de Mme von der Leyen, de Mme Lagarde, ont été plutôt bonnes par rapport à ça. Et il ne me semble pas que les peuples d'Europe, dans cette épreuve, aient manifesté le désir que tout soit géré à l'avenir par un commissaire inconnu à Bruxelles. Non. Il n'y a pas eu un défaut de protection, quand même? Non. De l'Europe, non. Non, il y a un défaut d'anticipation, mais mondial, en fait. Parce que si on revient à ce que je citais, c'est-à-dire ce qui est écrit la CIA ou ce que disait Bill Gates, etc., les seuls pays qui aient pris ça au sérieux, c'est quelques pays d'Asie du Sud-Est, ou d'Asie, qui sont démocrates ou autoritaires, d'ailleurs, ça dépend. Ils ont pris au sérieux le SRAS, en fait. Donc ils ont réfléchi en termes de surveillance, en termes de masques, en termes de tests, etc. Ils ont pris ça au sérieux. Alors en plus, en Asie, on a plus souvent le masque, même quand il y a l'épidémie de grippe ou des choses comme ça. Donc ils ont préparé ça. Comme nous, après la crise du H5N1. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire qu'on avait préparé. On avait des stocks, oui. On avait les stocks. Et là, vous le dites bien d'ailleurs au début de votre livre. Hein, vous dites bien, on avait tout prévu, on savait. Mais en fait... Pas bon. Enfin, certains avaient prévu que. Oui. Mais en même temps, comme ça met en cause la mondialisation telle qu'elle est devenue, c'était inassimilable. Donc les avertissements lancés, on est comme la poule devant le couteau. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas interrompre la mondialisation, vous voyez. Mais c'est pas l'Europe justement qui a été le principal vecteur de cette mondialisation, en nous faisant croire que finalement on pourrait, même en cas de pandémie, acheter des masques en Chine, etc. Ce qui n'était pas le cas. Le principal vecteur, ce sont les États-Unis. Donc Oui. nous avons vécu dans une américano-globalisation. La mondialisation d'avant 14, c'était la Grande-Bretagne, de 1850 à 1914. Là, c'est les États-Unis. Simplement, c'est peut-être les Européens qui ont cru vraiment, alors que les Américains ont toujours joué double jeu. Donc ils étaient pour la liberté, c'est classique, la liberté du renard dans le poulailler. Bon, ils étaient pour la liberté générale parce que c'était évident pour eux que ça correspondait à leurs intérêts, y compris l'affaire de l'entrée de la Chine que j'ai citée. Mais en même temps, ils gardaient des protections nationales, une politique souverainiste, l'extravagante politique de sanctions unilatérales, bon, etc. Puis un budget de la défense qui est géant, qui fait quasiment l'équivalent de l'ensemble des budgets de la défense du monde entier, qui est un instrument de politique scientifique, technologique, industrielle, colossal. Bon, alors donc ça, il faut bien distinguer au sein de l'Occident. Dans l'affaire des masques, mais moi, il faut être honnête avec les lecteurs, je ne traite pas tellement des controverses internes, et notamment franco-françaises, parce qu'en plus c'est trop tôt, je pense, pour en tirer des leçons. Dans l'affaire des masques, si quelqu'un, au sein du ministère de la Santé à l'époque, quand certains ont commencé à dire « mais c'est trop cher d'entretenir tous ces millions de masques pour les maintenir en état, c'est un budget absurde », alors qu'il suffit, s'il y a un problème, on enverra un mail en Chine, et puis voilà, on aura des masques. Donc si quelqu'un avait dit « oh là là, mais c'est pas prudent de s'en tenir au marché global, et notamment à la Chine », il aurait été désavoué comme étant un crétin souverainiste, archaïque, ne comprenant rien. Donc il y a eu, c'est vrai, pas qu'en France d'ailleurs. Qui est dû à une managérisation de l'administration. C'est-à-dire que vous dites, la philosophie du secteur privé l'ayant porté sur la philosophie de la planification de l'État,
on se retrouve dans des situations... Non, c'est exactement ça que je dis. Parce qu'en plus, il y a eu la mauvaise coordination, et j'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui, entre l'hôpital public et les cliniques, qui auraient pu jouer un rôle beaucoup plus grand, les cliniques, en mars-avril. Non, ce que je pointe du doigt à l'occasion, mais j'aurais pu le dire même sans la pandémie, c'est que l'excellence du système de santé français, c'est l'hôpital. Donc c'est le système curatif, pas préventif en fait. Donc il y a très peu de culture de prévention, de préparation aux éventuels risques. Ça c'est très pasteurien. Pasteurien, c'est un grand génie. Mais c'est pour traiter, une fois la maladie apparue, tout ce qui relève de la préparation, de l'hygiène de vie. Ça se développe un peu, le bio, la diététique, tous ces trucs. Mais ce n'est pas intégré dans le système de santé. Donc au passage, je dis, il faudrait, dans les conséquences utiles, mais encore une fois, on n'en est pas là, parce qu'on est pris à la gorge par les événements, il faudrait que ce soit un ministère de la santé qui ne soit pas que la santé hospitalière. C'est une remarque au passage, ça. Bon, il y a plein de choses qui sont à faire, et donc je distingue, comme je le disais, entre les conséquences, les gens changent de comportement. Par exemple, le tourisme de masse ne va pas redémarrer. À mon avis, il redémarrera jamais exactement sous la forme que l'on croyait perpétuelle dans les 20 années avant, où c'était exponentiel, les arbres montent jusqu'au ciel, vous voyez. Donc même en Chine, ça ne va pas redémarrer comme ça, d'une autre façon, mais il faut distinguer le comportement des gens, les gens qui disent moi je ne prends pas l'avion parce que bon, je ne vais pas prendre de risques, et puis d'autre part, les décisions à prendre. Et c'est là où j'en arrive à mes propositions globales d'écologisation. On va y revenir plus tard. Je vais aborder la question anthropologique parce que vous l'avez évoqué en début d'entretien. Vous mentionnez le fait que les Européens ou l'Europe est ingénue. D'où ça vient, d'après vous, ce fait qu'on a perdu un regard réaliste sur le monde qu'on avait chez de nombreux penseurs européens? Il y a une vraie tradition en France, en Angleterre, en Allemagne, de vision réaliste, de notion de puissance. Comment ça se fait que ça a été perdu et que c'est la dimension ingénue qui l'a emporté? C'est 1945, ça, en gros. C'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est cette guerre mondiale provoquée en Europe, pas par les Européens, mais déclenchée par Hitler. Mais à l'arrivée en 1945, l'Europe est totalement chaos, en fait. Et les chaos, et puis se développent dans les esprits que tout ce qui est identité, patrie, patriotisme, nationalisme, les gens mélangent tout, bon, ça conduit aux abominations de la guerre mondiale, qu'il faut renoncer à ça. Et comme les Européens sont très 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 faibles après la guerre, et qu'il y a Staline en face, qui est quand même une menace sérieuse, les Européens, les Américains sont rentrés chez eux après la guerre, une nouvelle fois. Donc les Européens les supplient de revenir. Et le Sénat ne veut pas. Et c'est le président Truman, qui est très important et trop oublié et trop sous-estimé, considérable par les décisions qu'il a prises, qui arbitre dans ce sens et qui tord le bras du Sénat. Et ils acceptent le traité d'alliance de 1949 avec un article 5 qui est complètement contradictoire avec la façon dont les États-Unis, qui sont complètement souverainistes dans l'ADN en fait. Donc ils acceptent cet engagement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser l'Europe occidentale tomber sous la coupe de Staline, qui est en train de violer les engagements pris à Yalta. En France, il y a la légende du partage du monde qui est complètement faux. À Yalta, Roosevelt et Churchill ont obtenu de Staline l'engagement sur l'Europe libérée, où il était censé faire des élections libres dans tous les pays libérés des nazis par la mer Rouge. Évidemment, il n'a pas fait. C'est un peu ingénu pour croire que Staline allait... Alors, Churchill pensait que non. C'est pour ça qu'il pensait qu'il fallait préparer la suite. C'est pour ça qu'il a obtenu que la France soit au Conseil de sécurité et que la France ait une zone d'Allemagne, parce qu'il voulait aider la France à se reconstituer pour que ce soit une sorte d'état tampon par rapport à l'éventuelle revanche allemande là-dessus. Il s'est complètement trompé, mais il ne s'est pas trompé sur Staline. Roosevelt, je ne sais pas s'il a cru Staline, mais il avait tellement besoin de l'engagement de Staline dans la guerre contre le Japon qu'en tout cas, il a accepté ça. Bref, après la guerre, Staline fait l'inverse de ce qui avait été engagé, voilà. Et puis, les Européens supplient, il y a le traité d'alliance. Les Européens disent, mais ça ne suffit pas, on a le traité d'alliance, mais Staline est à côté, quoi. Et vous n'êtes pas là. À l'époque du RPF, le général de Gaulle dit « L'armée rouge n'est qu'à 2 étapes de la France du Tour de France ». Bon, alors les Européens resupplient, et les Américains disent « Ok, on revient, mais vous avez déjà déclenché 2 guerres mondiales, ça suffit comme ça, donc on revient, mais on organise tout ». Les Européens disent « Merci beaucoup, messieurs les Américains ». Bon, ils reviennent, ils s'organisent, c'est l'OTAN.
avec le premier patron qui est le général Eisenhower, avant qu'il soit président, qui d'ailleurs habite à Marne-la-Coquette, dans une charmante maison. Bon, voilà. Et les Européens disent ouf, on est débarrassé du risque et de la responsabilité. Et toute l'idée européenne, les fameux pères fondateurs, Monnet, Schuman, les gens s'inclinent comme des dessins de vitrail, ce sont des atlantistes à 100%. Ils n'ont jamais imaginé un quart de seconde que l'Europe devienne une puissance. La puissance, ce sont les États-Unis. Heureusement que ce sont les États-Unis et pas Hitler qui a gagné, bon, ni Staline. Donc on est protégé, et l'Europe, dès l'origine, c'est pas une déviation récente, ça, dès l'origine, c'est une Europe à l'allemande, c'est-à-dire très pacifiste. Je sais pas quelle Allemande. Non, mais l'Allemagne joue aucun rôle à l'époque. Aucun rôle. Donc c'est une idée qui vient pas de l'Allemagne à l'époque. C'est une idée de l'ensemble des Européens, qui est une idée, disons, économique. On va faire un marché commun, un truc comme ça. Parce qu'on est protégé par le système militaire américain, en fait. Donc ils ont intégré, ça fait maintenant plusieurs générations, puisque ce dont je parle là, ça se passe entre 1945 et 1957. Très ancien. Donc ça fait plusieurs générations qui ont intégré le fait que la puissance n'est plus nous. Il vaut mieux pas, parce qu'on a fait des horreurs. Alors après, longtemps après, se développera la repentance masochiste et compagnie. Bon, mais à l'époque, il ne faut plus faire ça. Et c'est grâce à cet abri qu'on va fabriquer les sociétés européennes modernes, qui objectivement sont les mieux qu'on ait jamais vues dans l'histoire du monde. Il faut les moins pires, comme on veut. Mais toujours sans idée de puissance. Sans idée de puissance. Donc ça fait peur. Donc ça fait maintenant très longtemps que des présidents européens... Pardon, je me corrige. Ça fait très longtemps que des présidents français ont lancé l'idée d'une Europe plus forte, qui soit une sorte de puissance, qui se fasse respecter, même qui prenne une part plus grande dans la défense de l'Europe. Ça n'a jamais été relayé. Jamais. Alors, le président Macron, qui est spécialement énergique là-dessus, obtient des petits résultats. En Europe, fait bouger un peu l'Allemagne, il y a des initiatives de défense, il y a deux, trois choses. C'est pas négligeable. Mais la mentalité générale reste non, c'est pas nous. C'est pas le sujet principal du livre, mais... Non. Mais Est-ce que l'Europe a peur aussi de la France ? Est-ce que c'est parce que l'Europe a peur que la France instrumentalise le discours de l'Europe puissance à son profit ? Oui, un peu. Bon, c'est un argument bidon, en fait, mais c'est employé souvent. Chaque fois qu'il y a eu des propositions françaises, sous différentes présidences, sur donc un rôle plus grand de l'Europe, il se trouve toujours un homme politique quelque part dans chacun des pays, ou un éditorialiste pour dire oui, la France veut retrouver des... Mais les Français eux-mêmes y ont cru. Eux-mêmes y ont cru. Certains, il faut reconnaître, c'est assez sincère. Certains. C'est un débat entre peu de gens. Hein. Même De Gaulle, quelque part, effectivement, était attiré par cette idée-là. Non, De Gaulle, parce que l'approche de replan Fouché est très différente. Mais quand il y a des propositions françaises, il y a toujours quelqu'un en Allemagne pour dire « Ah, c'est la grande nation qui se rend pas compte qu'elle n'est plus qu'une puissance moyenne ». Enfin, il y a des choses comme ça. On est une puissance moyenne, mais dans les puissances. Alors, il n'y a pas tellement de puissance sur les 200 pays du monde. C'est le malentendu sur le terme. On n'est évidemment pas la Chine ou les États-Unis, mais être une puissance dans un monde où il y a une quinzaine de puissances par rapport à 200, c'est pas mal déjà. C'est plutôt bien. En tout cas, les autres Européens réagissent ironiquement à ça, parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de s'engager dans le processus d'une puissance sérieuse, qui serait respectée du Congrès américain, où il y a tous les lobbyistes qui déclenchent les projets de sanctions, là, de Poutine, des Chinois, des Turcs, de Netanyahou, des Saoudiens, des trafiquants d'émigration clandestine et compagnie. Et ils ne veulent pas, ils résistent énormément à ça. Mais ce n'est pas la question alors j'enjambe la question, qui est très sérieuse, c'est une très bonne question. Hein. Je l'enjambe un peu pour dire, on pourra peut-être globalement tirer des leçons de la pandémie quand on sortira la tête de l'eau pour être mieux prêt dans une autre occasion. Mais les problèmes du monde sont toujours là, en fait. Vous avez évoqué, dans cette américanisation, on voit aujourd'hui le mouvement, ce qu'on appelle cancel culture ou autre, de rénovation, voire de destruction ou d'effacement du passé, de l'histoire. Ça peut désarmer face à une épidémie, ça désarme aussi face au terrorisme. Comment est-ce qu'on peut combattre du terrorisme si déjà on n'a pas le sens, nous, de notre culture et de notre histoire ? Voir si on la rejette. Oui, c'est un énorme problème, il y a une énorme convulsion occidentale, en fait. Mais pas uniquement par rapport au terrorisme. Dans la compétition féroce entre les puissances installées qui veulent garder leur situation, les puissances montantes, qui disent c'est notre tour.
Donc ils veulent leur revanche comme en sport, voire se venger. Bon. Dans cette compétition générale, il est certain que l'Occident globalement, qui est un terme un peu fumeux d'ailleurs, enfin bon, les différents pays occidentaux ont une cohésion interne fragilisée par une remise en cause gigantesque, précisément de l'identité, de l'histoire. Le débat est typique sur le colonialisme ou sur l'esclavage, et puisqu'il faut trouver des auteurs africains sérieux qui rappellent que l'esclavage a toujours existé. Évidemment, ça a commencé à Athènes et à Rome, qu'après c'est un esclavage musulman pendant 1500 ans, et que l'esclavage occidental, qui est naturellement répréhensible, dure quand même 2 siècles, et que c'est dans ces pays, simplement 2 siècles, j'allais dire, et que c'est dans ces pays qu'apparaissent les ligues abolitionnistes. Et bien, évidemment, c'est pas au Yémen ou en Arabie. Bon, il faut aller chercher des grands professeurs sénégalais pour trouver ce genre de choses. Bon, alors ça fait partie d'un... il ne s'agit pas de nier ce qu'est l'histoire. L'histoire, il faut être lucide et honnête, mais il n'y a pas de responsabilité collective et transmissible. Donc tout ce qui relève du masochisme est délirant, en fait. C'est un masochisme américain, pour le coup. Oui, oui, alors, après, il y a différentes formes. Il y a enfin, tous les mouvements, genre féminisme, LGBT, indigénisme, etc., racisme, il y a toujours quelque chose de vrai au départ. Il y a un vrai sujet, plus ou moins fort selon les pays. Comparer la société française à la société américaine, c'est du délire pur, ça, mais il y a quand même toujours un sujet. Et après, dans l'évolution, en tout cas aux États-Unis, compte tenu de la façon dont ce pays est fabriqué, quoi, il fonctionne, au bout d'un moment, ça dérive vers un extrémisme et c'est pris en main par des activistes, en fait, qui n'ont à peu près plus rien à voir avec les mouvements d'origine. C'est pour ça qu'on trouve des batailles internes au sein de ce qui est devenu le féminisme à la sauce américaine, ou ce qu'ont devenu les mouvements LGBT à la sauce américaine, ou autres. Donc il y a des grandes figures qui ont incarné ces mouvements il y a 30, 40 ans, 50 ans, qui disent « mais c'est pas du tout ça qu'on voulait. On voulait pas aboutir à ce qu'il y ait une sorte de racisme anti-homme blanc et compagnie. » Mais ils sont plus écoutés, parce que dans le système américain, il y a une survalorisation de ce qui se passe sur les campus. Et d'ailleurs, remarque cruellement ironique, les derniers grands penseurs français qui ont eu de l'influence aux États-Unis dans les campus, c'est les déconstructeurs. Foucault, Derrida, Lacan et compagnie. Les déconstructeurs, qui ont très bien réussi, enfin, dans les esprits. Alors, c'est vrai que ça reste minoritaire, très minoritaire, sauf que c'est des groupements qui ont un pouvoir d'intimidation quand même, hein. Donc de blocage, et on en voit les prémices dans un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur en Europe, notamment en France. Et donc ça arrive. Alors je pense qu'au bout d'un moment, les choses vont se remettre en place quand même, parce que c'est trop too much, quoi. On va dire tout ça. Il n'empêche que ça arrive au moment où on a la compétition de la Chine et compagnie. Et que la démocratie représentative sur laquelle nos sociétés se sont bâties est mise en cause par une volonté frénétique de démocratie directe instantanée. Non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup en même temps. Plus la pandémie. Donc ça fait beaucoup, oui. On a du mal à tout digérer. Comment ? On a du mal à tout digérer et à supporter l'ensemble. Il faut mettre de l'ordre dans les... D'abord essayer de répondre des analyses lucides, pas euphorisantes, hein, mais lucides et clarificatrices, pour après mettre de l'ordre dans les différents défis. Il faut voir ce qu'il faut traiter en priorité et comment. Mais cette Europe fonctionnaliste, ces grandes organisations mondiales, avec des cohortes de fonctionnaires qui réglementent, qui s'accordent, etc., on a l'impression que ça aussi, c'est fini. C'est-à-dire que l'ONU, l'OMS, toutes ces grandes organisations sont en crise, l'OTAN même. Donc, est-ce que préconiser finalement une réforme de ces grandes organisations, est-ce que c'est pas déjà trop tard ? Parce que c'est... Non, d'abord, il n'est jamais trop tard dans l'histoire de l'humanité. D'autre part, si dans l'hypothèse Biden démocrate, ils vont revenir. Donc ils vont revenir dans l'OMS, dans l'UNESCO, dans l'accord de Paris, ils vont essayer de relancer l'accord sur l'Iran. Donc il peut y avoir une autre époque, ce qu'on appelle le multilatéralisme, en l'idéalisant d'ailleurs, parce que personne ne l'a jamais pratiqué complètement. Hein. Bon, enfin, c'est quand même mieux de tenter de régler les problèmes qu'on ne peut pas régler seul par la coopération internationale. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en remettre sans arrêt à une sorte de pouvoir lointain, imaginaire. Il n'y aura jamais de président mondial du peuple mondial. Donc il faut quand même re-responsabiliser
les nations, les États membres, ceci, cela. Mais personne ne va renoncer à la coopération internationale. Ça remonte pas qu'aux dernières décennies. Hein, ça. C'est très ancien, c'est un vrai besoin. Même en 1815, au Congrès de Vienne, il y a eu des discussions très intéressantes sur la garantie de la libre circulation sur le Danube, des choses comme ça. Donc il y a un besoin. Mais il peut être géré de façon moins fumeuse, quoi. Vous voyez, moins idéaliste, coopérative pour de vrai. Même la Chine en a besoin, vous voyez. Donc c'est possible que ça revienne. Ceux qui ont le plus de mal à atterrir, c'est les Européens, hein, en fait. J'ai une autre formule que j'emploie depuis longtemps, mais c'est peut-être pas le moment de faire l'ironie sur les pauvres Européens. Il y a longtemps que je dis c'est des bisounours dans Jurassic Park. Vous voyez, Jurassic Park, c'est le monde tel qu'il est, que votre revue décrit assez bien d'ailleurs. Les Européens, c'est des bisounours. Mais ils sont en train de comprendre un peu ce que dit la nouvelle commission de Mme von der Leyen, en termes de mots en tout cas, pour le moment, c'est assez différent de tout ce qui a été dit avant. Quand elle parle d'une commission qui serait géopolitique, évidemment on peut dire ça veut dire quoi, mais aucun ne l'a dit avant. Et si quelqu'un l'avait dit avant, on lui aurait dit ça va pas la tête, c'est pas votre mission. Bon, quand on parle de souveraineté européenne, on peut dire légitimement qu'est-ce que vous mettez dedans? Est-ce qu'on en a les moyens, par exemple en matière de technologie, c'est tout le débat sur la 5G. Mais c'est pas une ambition absurde. Alors on peut dire c'est quand même un peu tard par rapport à la réalité des choses. Mais moi, je ne critique pas cette nouvelle orientation. Si on prend les affaires militaires, par exemple, puisque là, c'est vraiment le cœur de la puissance, oui. Il y a un discours, effectivement, comme vous dites, peut-être qui est en train d'émerger enfin, mais il me semble que ça fait déjà longtemps quand même qu'on en parle. On voit bien que sur l'affaire turque, par exemple, l'Europe est incapable de se ranger derrière la France dans une position militaire qui soit en dehors de l'OTAN, par exemple. Oui, mais quand la Turquie est dans l'OTAN. Oui, je comprends bien sûr. Mais quand je parlais d'un langage qui commence à prendre en compte la nécessité que l'Europe s'affirme plus, je ne parlais pas du militaire. Hein, je parlais de l'économie, de la technologie, de la fiscalité, etc. Le plan, le Green Deal, parce que pour moi l'écologie et le risque écologique est encore plus fort que tout ça. Hein. Le Green Deal de Mme von der Leyen est pas mal. L'accord de compromis, le projet Macron-Merkel, von der Leyen est pas mal. Bon. En matière de défense, c'est vrai que pour l'immense majorité des pays d'Europe, il n'y a toujours que l'OTAN qui soit capable de les défendre. Point. Ils ne croient qu'à ça. Bon. Alors la France qui dit mais il faut le compléter, il faut pas casser ça naturellement, mais il faut le compléter par un pôle européen qui s'affirme. Ça chemine, mais ça chemine comme la tortue hein, dans la tête des autres. Il n'empêche que la France a gardé, et il faut qu'elle garde, sa propre capacité de dissuasion nucléaire. Quel que soit le traité qui a été voté démagogiquement par l'Assemblée générale sur l'interdiction de tout ce qui est nucléaire, la France a gardé une vraie capacité et une vraie armée qui impressionne l'armée américaine. Aujourd'hui, la seule armée au monde, ils ont peut-être peur des Chinois potentiellement dans 10 ans, mais la seule armée au monde qui impressionne professionnellement les militaires américains, c'est l'armée française. Mais pas pour une hypothétique éventuelle bataille en Europe. Hein. Je parle de choses à dire. Ça n'a pas tellement bougé. Vous avez raison. Et ça remonte à ce que je dis, ça remonte à maintenant plusieurs décennies. Mais dans d'autres domaines, l'affaire de la 5G, l'exagération de la ruse fiscale des GAFA, la dépendance excessive en matière pharmaceutique par rapport à la Chine. Vous voyez, dans différents domaines, l'idée qu'on ne peut pas dépendre trop dans des domaines clés du marché mondial, tout ça. Donc les esprits ne sont plus les mêmes quand même. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il est clair qu'il n'y aura pas la délocalisation en masse parce que les écarts de coûts sont encore très grands, mais qu'il y aura en partie une réindustrialisation en Europe, voyez. Donc il y a des éléments qu'on peut juger faibles, trop tardifs, insuffisants, mais qui existent. Sur les sujets économiques, notamment dans la guerre des monnaies que se livrent États-Unis et Chine, est-ce que l'euro peut s'immiscer un petit peu comme monnaie puissance ou... L'euro, je vous rappelle que quand l'euro a été créé, l'euro c'était une bonne option parce que sinon c'était la zone marque. Hein. On était dans la zone marque. Est-ce que l'euro est différent du marque? Non, c'était dur à faire avaler à Kohl, puisque les Allemands ne voulaient pas lâcher le... C'est un peu un sophisme de dire ça, parce que dans la vérité des choses, dans les années avant l'euro, quand la France devait dévaluer pour 36 raisons, il fallait qu'elle supplie le gouvernement central de la banque allemande.
Donc, à mon avis, c'est peut-être pas la ligne de votre revue, mais je pense que c'est mieux la zone euro que la zone marque, dans laquelle, pour le coup, on n'avait aucun levier. Alors après, il y a un débat à avoir sur la gestion de l'euro. Il pourrait y avoir une politique plus contracyclique, plus intelligente, mais c'est possible, c'est pas, rien ne l'empêche à venir. Mais donc l'euro a été créé, l'euro a survécu, contrairement à ce qui est écrit 150 fois le Financial Times en disant ça peut pas marcher. Le Wall Street aussi, ils ont écrit ça 100 fois. Donc ils rejoignaient certains souverainistes qui disaient c'est nul, c'est pas ce qu'il faut faire. En fait, ça a survécu, ça a marché. Et même les peuples les plus énervés contre Bruxelles, la réglementation à outrance et compagnie, finalement ils se sont raccrochés à l'euro, les Grecs, les Italiens, parce qu'ils ont vu que dans une mer démontée, c'était quand même une bouée qu'il ne fallait pas lâcher. Bon. Est-ce que c'est devenu ce qu'espéraient les concepteurs de l'euro au début, une monnaie de réserve qui passe sur jeu égal avec le dollar? Non. Non. Pas encore. Puis maintenant, il y a la monnaie chinoise. Mais rien n'empêche de dire en 2020 que si l'Europe va dans le sens qui apparaît à l'état d'ébauche maintenant, d'esquisse, que la monnaie européenne soit un élément d'un nouveau système à 3, dans 10 ou 15 ans, on va offrir un Bretton Woods. C'est pas impossible. Hein. On ne peut pas démontrer aujourd'hui que c'est impossible, en fait. Et l'Allemagne, vous étiez avec François Mitterrand au moment de la réconciliation allemande. Est-ce que l'Allemagne aujourd'hui semble à la fois très puissante économiquement et très effacée sur les questions militaires? On voit notamment avec la question de la Turquie. Est-ce que vous pensez qu'elle doit rejouer un rôle au niveau... La réconciliation, ça s'est étalé sur 30 ans. Hein. Oui. Et ça a commencé par De Gaulle et Adenauer à Reims. Enfin, je ne néglige pas ce à quoi j'ai participé, bien sûr, et la poignée de main spontanée entre Kohl et Mitterrand à Verdun. Enfin bon. Mais ça, c'est avant la réunification. D'ailleurs, le chancelier Schröder avait l'honnêteté de dire après qu'il fallait distinguer entre avant et après par rapport à ça. Alors donc, on a une Allemagne qui est redevenue très puissante grâce à Gorbatchev qui a laissé faire la réunification. Voilà, il l'a payé de son échec après, mais il n'avait pas vu ça dès le début. Et grâce à Schröder, qui a fait des réformes et qui a rendu à l'Allemagne sa compétitivité. Madame Merkel a géré cet héritage. Elle n'a pas changé la situation. Elle n'a pas exagéré. Alors on a une situation où en effet l'Allemagne est au centre de l'Europe. Elle a un point démographique, elle a un point économique qui est puissant. Elle reste très 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 inhibée par son passé au XXe siècle, et donc en matière de puissance, elle est quand même très 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 gênée. En matière de défense, elle ne veut pas bouger en fait. Elle ne veut pas bouger. D'ailleurs, leur système est pour le coup complètement intégré dans le système OTAN. Donc c'est pas une puissance. Schröder l'aurait fait. On ne mesure pas assez à quel point ça aurait été différent s'il y avait eu Schröder pendant 10 ans par rapport à Merkel. Et Schröder aurait été dans le sens d'une politique à la française, 5e République, et Merkel, donc pas du tout. Donc c'est une puissance un peu de statu quo, vous voyez, statu quo actuel. Je ne crois pas du tout que l'Allemagne soit animée de la moindre mauvaise pensée, même arrière-pensée, même pensée dissimulée, qui soit dangereuse. Il ne faut pas avoir la paresse d'esprit de comparer avec des périodes historiques qui n'ont rien à voir. Mais puissance un peu immobiliste, oui, ça c'est un vrai sujet. Et donc on a le problème parce qu'on a quand même beaucoup délégués au niveau européen, et quand il faut remettre en marche ces bidules, bon, il faut déplacer des montagnes à chaque fois. Donc on a un vrai... Il n'y a pas de danger allemand. Il y a peut-être un problème allemand, vous voyez, mais c'est pas la même chose. Justement, Angela Merkel, là, il va y avoir le congrès de la CDU qui devrait, si tout va bien, choisir son successeur. Comment est-ce que vous voyez l'Allemagne de l'après-Merkel ? Bon, c'est une Allemagne de gens âgés d'abord, hyper attachée à la stabilité, bien sûr. Hyper attachée au fait qu'il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on a. Donc c'est un peu la suite, il y aura une suite dans ce genre-là. Ils continueront à être très en retrait par rapport aux propositions des pays du Sud, dont la France, à leurs yeux, en matière d'endettement et compagnie, donc ça ne va pas changer, ça, après Merkel. L'évolution géopolitique,
pense que l'idée dominante, c'est que Trump était un cauchemar transitoire et qu'on revient dans un monde où les choses sont pas mal, quoi. Il y a des tensions très fortes sur le fameux gazoduc en Baltique. Il y a quand même toujours en Allemagne cette idée qu'il faut aussi tendre la main à la Russie et pas être seulement... Il y a un petit courant de pensée en Allemagne qui voudrait garder des relations plurialistes avec la Russie, sans être pour le régime russe, bien sûr. Mais c'est très minoritaire, ça, aujourd'hui. C'est très minoritaire. La pensée de Schröder, qui était claire là-dessus, est discréditée par le fait que c'est un homme de Gazprom, maintenant donc de Poutine. Nord Stream 2, ça les a énervés. Tout le système, toute la manœuvre américaine pour déclencher encore des nouvelles sanctions, ils savent très bien que c'est pas pour des raisons éthiques ou liées aux droits de l'homme en Russie, ils s'en foutent les sénateurs américains. C'est lié au fait que les États-Unis ont besoin d'un débouché pour le gaz de schiste liquéfié et qu'ils ont besoin de la Pologne. Donc ça contredit les deux. Donc il y a une bagarre, mais même cette idée réaliste évidente n'est plus majoritaire quand même en Allemagne. Parce qu'avec l'affaire Navalny, avec l'affaire de la Biélorussie, le projet est à l'arrêt en fait. Alors il va peut-être redémarrer un jour ou l'autre. Donc l'idée que l'Allemagne puisse concevoir une politique qui irait à la France de voisinage avec la Russie, toujours très très vigilante. Parce que la Russie d'aujourd'hui, c'est pas la Russie des 2 premiers mandats de Poutine, hein. C'est quand même différent. Le poids des Siloviki est quand même énorme par rapport à ça. Mais l'Allemagne n'est pas un moteur par rapport à ça. Elle se contente de son arrière-cour centre-européenne. Oui. Sur la Pologne, l'Ukraine. Oui, mais au sens économique. Voilà. Même pas au-delà. Moi, je serais très étonné qu'un successeur de Merkel, quel qu'il soit, change ça. En tout cas, pas tout de suite. Donc ça nous renvoie assez loin. Quant à l'affaire turque, vous m'avez questionné tous les deux, l'affaire turque, en réalité, les États-Unis n'imaginent pas qu'on puisse se passer de la Turquie. Et ils pensent que le comportement odieux d'Erdogan, c'est un problème pour les Européens. C'est un problème régional, en fait. Voire même la France est coupable de l'avoir excité avec ces fameuses caricatures. Il y a quand même ça aux États-Unis, cette idée que la laïcité à la française est agressive vis-à-vis des religions. Il y a quand même... Oui, alors il y a l'autre débat sur la liberté d'expression. Est-ce qu'elle elle inclut la liberté de caricature? Mais enfin, c'est pas que ça. Les caricatures incluent la possibilité du blasphème, mais c'est pas que ça. Bon, il y a tout un espèce de vaste débat. Quand on lit le New York Times, on a l'impression que c'est la faute de la France, quasiment, et que le pauvre enseignant qui s'est fait décapiter, finalement, il l'avait bien cherché, quoi. Enfin, j'exagère oui, à peine. Alors, le New York Times, il milite pour une société multiculturelle. Il y a d'ailleurs des crises énormes au sein du New York Times, où tous les gens qui étaient sur la ligne classique fichent le camp, en fait, maintenant. Bon. Donc, il représente un point de vue. Un point de vue. Mais c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, il y a l'idée que les Français nous cassent les pieds avec cette laïcité que personne ne comprend, qui est un truc hyper agressif, et alors qu'on peut s'arranger commodément, etc. Quand on voit, prendre le critère terrorisme, on ne peut pas dire que les sociétés complaisantes par rapport au terrorisme, voire plus largement par rapport à l'islamisme, aient été tellement protégées par ça. Les Anglais ont cru ça pendant des années. Puis il y a eu des attentats en Angleterre, il y a eu des attentats en Espagne, il y a eu des attentats dans plein d'endroits, puis il y a eu le 11 septembre. Donc l'idée que la laïcité est le seul facteur d'agressivité qui provoque des attaques en retour, c'est pas vrai, ça. Parce que dans la vision du monde des islamistes, il y a quand même un combat général contre d'abord tous les musulmans normaux. Les islamistes attaquent d'abord les musulmans, il faut quand même rappeler ça. Il y a beaucoup plus de victimes musulmanes qu'autres du terrorisme, parce que tous les musulmans qui ne sont pas islamistes engagés sont des impies, en fait. Alors après, il y a l'ensemble des croisés, comme ils disent, c'est-à-dire l'ensemble de la chrétienté, donc l'Occident, naturellement les juifs. Bon, ils ne font pas le détail, hein. Alors à certains moments, ils réagissent plus parce que il y a la question de la laïcité, mais enfin le combat est global. Donc je ne pense pas que, disons, la complaisance multiculturaliste, qui s'est beaucoup développée en Angleterre et dans une partie des États-Unis, protège de ça. Il faut rester... c'est pas la peine d'en faire trop non plus. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de faire basculer, de faire l'alliance entre les démocrates ou les républicains, comme on veut, et les musulmans, contre les islamistes. Et donc, il faut éviter qu'il y ait l'amalgame de l'ensemble des musulmans par rapport à ça.
Donc il faut être assez malin par rapport à ça. Mais non, il faut nommer les choses. Il faut nommer les choses, il faut encourager les musulmans, en France et dans les autres pays d'Europe, à faire ce que les musulmans en Angleterre ont fait. Not in my name. Donc il faut les aider à sortir du piège, où quand les imams qui suggèrent ça, il se trouve toujours des musulmans radicalisés pour dire « vous allez nous stigmatiser ». Mais la stigmatisation, elle découle de la confusion, qui découle de l'amalgame, qui découle du silence en fait. C'est le silence des musulmans dans leur ensemble par rapport à la violence islamiste qui permet l'amalgame. Bon voilà, il y a tout un... Et si on n'en parle pas de façon philosophique, théorique, religieuse, mais de façon géopolitique, il faut obtenir l'accord de la majorité des musulmans dans la lutte contre l'islamisme, que savent très bien les élites au Maghreb. Il ne faut pas avoir une approche franco-française sur ce sujet. Il faut regarder ce que disent les penseurs, les organisations de femmes, les grands écrivains, même certains souverains dans cette lutte. Le Maroc notamment. Par exemple. Merci beaucoup, Hubert Védrine. Rien de soin d'avoir esquissé un petit peu. Il me reste une phrase ? Oui, je vous en prie. Du coup, on n'a pas développé l'écologisation. Et d'ailleurs, oui, et vous parlez d'ailleurs d'écologisation, non pas d'écologie. Oui, parce qu'écologie, c'est un terme statique. Écologisation, c'est un terme dynamique. Industrie, c'est statique. Industrialisation, c'est un terme dynamique. On ne va pas développer maintenant, mais pour ceux qui le voudront, ils trouveront ça dans le livre. Je pense que la réponse globale, c'est une écologisation systématique de toutes les activités humaines, qui va devenir dans les prochaines années, ça a déjà commencé beaucoup plus vite qu'on ne le croit, le moteur de la croissance de demain. Eh ben, nous verrons justement ce monde d'après, qui est le titre de votre ouvrage, avec ce point d'interrogation et que vous nous avez un petit peu esquissé au cours de cet entretien. Merci pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle fenêtre sur le monde.